Lui, c'est Vincenzo Aiutino. Et comme vous venez de l'entendre, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de 3 femmes en 1991 et en 1992. À ce jour, c'est le plus jeune tueur en série français. Surnommé l'homme aux 50 affaires, vous allez voir que tout, dès son enfance, le prédestinait à devenir un tueur en série. Vincenzo Aiutino naît le 10 mars 1970 à Zofingue, en Suisse. Son père, Domenico Aiutino, est un maçon sicilien et il est déjà marié à une femme en Italie. Lorsque son fils naît, il refuse de le reconnaître. Cependant, il l'élève tout de même comme son fils. De toute façon, c'est son fils. Ensuite, la famille déménage à Aubange, en Belgique. En 1975, Aiutino a 5 ans. Sa sœur en a 7. Et à cet âge, il assiste au viol de sa sœur par son propre père. Ça a dû être complètement traumatisant pour lui et son père est loin d'être le modèle du père idéal puisqu'en plus de ça, il battait aussi très souvent sa mère. Malgré tout, son fils recherche tout de même l'attention de son père. Il a besoin de ça pour grandir et se développer. Et ce, même si son père est violent et qu'il a refusé de le reconnaître. Et pour vous dire à quel point son père est cruel, lorsqu'Aiutino fait pipi au lit, au lieu de lui dire que ce n'est pas grave et d'essayer de le réconforter pour que ce dernier ne recommence plus, il décide de lui faire manger ses excréments. Je pense pas que ce soit vraiment la meilleure manière pour que son fils arrête de faire pipi au lit. En 1977, quand il est âgé de 7 ans, il incendie le domicile de sa mère sans aucune raison valable. Ce n'est qu'un acte de rébellion. Dans l'incendie, sa sœur est gravement brûlée et par conséquent, le petit Aiutino est signalé par la justice des enfants. On pourrait se dire qu'après cet incident volontaire, il a été pris en charge. Pas du tout. Personne ne le prend en charge. Et c'est là que l'escalade de la violence commence. Petit à petit, ses délits commis deviennent de plus en plus gros. Quand il a 12 ans, il traîne autour des terrains de football de son école. Pas pour faire du foot, non, ça l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de commettre des vols. Nous sommes en 1982, il attend que ses camarades jouent sur le terrain de football pour se glisser dans les vestiaires afin de voler les affaires de ses camarades. Suite à ça, il est envoyé dans un centre spécialisé pour handicapés. Je ne sais pas pourquoi, et dans ce centre, il découvre le métier de mécanicien. Une certaine révélation pour lui car c'est un métier qui lui plaît énormément, mais malgré le fait que ce métier lui plaise, il déteste les cours et en classe, il est ingérable. C'est un élève qui n'est pas attentif, qui déconcentre les autres, qui n'en fait qu'à sa tête et en plus de ça, il refuse d'avoir tort. Pendant ses études, il se met à vendre du cannabis pour gagner de l'argent et il enchaîne les petits boulots. À ce moment-là, on a un switch dans ses délits, ils prennent une toute autre tournure. Ce ne sont plus simplement des petits vols commis à droite à gauche. Maintenant, il s'adonne à la perversité sexuelle. En 1985, quand il a 15 ans, Aiutino est en stage pour ses études. Il fait un stage de peinture sur un chantier. Il s'exhibe devant une femme, comme ça, sans raison valable, juste certainement pour le plaisir, enfin pour son propre plaisir. Suite à ça, il est renvoyé de son stage et il fait un séjour dans un établissement psychiatrique. En 1986, il est âgé de 16 ans. Force est de constater qu'il n'a plus de stage, qu'il a fait un séjour en établissement psychiatrique. Il décide d'arrêter les études et il arrête les études sans avoir obtenu de diplôme. Ça pour lui, ce n'est pas si grave puisqu'il arrive très rapidement à trouver du travail en tant que mécanicien dans un garage. Il ne trouve rien de mieux à faire qu'utiliser le téléphone du garage pour raconter des obscénités à des femmes. Encore une fois, quand son patron l'apprend, il est immédiatement renvoyé. En janvier 1988, Vincenzo Aiutino est placé en hôpital psychiatrique suite à tout ce qu'il a pu commettre. Sauf que son père, il dit non, il ne faut pas le laisser là-dedans. Il le sort de l'hôpital et la raison est la suivante. Mon fils est le seul à pouvoir se prendre en main. Il faut qu'il s'en sorte tout seul. Il est assez grand pour ça. Il n'a pas besoin d'aller en hôpital psychiatrique. Est-ce que c'était la bonne décision ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en mars 1988, il est majeur.
que de toute façon, il fait ce qu'il veut maintenant. Les délits deviennent un cran au-dessus plus grave puisqu'en 1988, il force une femme à lui faire une fellation. En 1989, il fait son premier séjour à la maison d'arrêt d'Arlon. La raison est la suivante, il a volé un sac à main. Donc, il est arrêté pour avoir volé un sac à main, mais pas pour avoir forcé une femme à lui faire une fellation. Bon, ceci dit, si elle n'a pas porté plainte, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été arrêté pour ça. En septembre et en décembre 1989, il est arrêté plusieurs fois par la police belge. Je le rappelle, il vit en Belgique. Et s'il est arrêté par la police belge, c'est parce qu'il a forcé des femmes à le masturber. Certes, il sévit en Belgique, mais aussi en France. Et en France, il adore s'exhiber dans les lieux publics. En février 1990, Ayutino est condamné à 3 années de prison, dont 18 mois avec sursis, pour attentat à la pudeur et outrage commis sur 4 femmes de Longwy, dont une qu'il a laissée pour morte après l'avoir étranglée car il n'avait pas réussi à la violer, donc il s'était énervé, il avait voulu l'étrangler, il était parti en pensant qu'elle était morte, sauf que cette dernière ne l'était pas. À noter que c'est la seule condamnation qu'il a eue, pour le moment. Pendant sa détention provisoire, il se marie avec une certaine Marie-Antoinette Cala, une femme célibataire qui a un jeune garçon. Le point commun qu'ils ont, c'est qu'elle aussi a eu une enfance très compliquée. On n'en sait pas plus, on sait juste qu'elle a eu une enfance très compliquée comme Ayutino. Le 14 mars 1991, Ayutino, âgé de 21 ans, est libéré. Il sort de prison et il ne va pas attendre bien longtemps avant de commettre son premier crime. Le 6 août 1991, il est midi, lorsqu'Isabelle Lenénan, une jeune attachée commerciale de 20 ans, quitte BIS. BIS, c'est l'agence où elle travaille, et elle quitte cette agence pour aller déjeuner. Elle habite et elle travaille à Longwy-Haut. C'est une petite ville paisible qui, avant, n'était pas connue pour ses meurtres, mais surtout, dans les années 80, pour être la ville de l'acier et de la fonte. Lorsqu'Isabelle Lenénan ne revient pas de sa pause déjeuner, ses collègues commencent à s'inquiéter. Vers 15h, ils s'inquiètent encore plus. Car Isabelle Lenénan n'est pas du tout une femme qui déborde sur sa pause déjeuner, c'est une femme qui est très ponctuelle, et le fait qu'elle soit pas là à 15h, c'est très étrange. C'est l'un de ses collègues qui téléphone aux parents d'Isabelle pour leur demander s'ils ont des nouvelles de leur fille. De leur côté, ils essayent de la joindre, ils n'arrivent pas, et donc immédiatement, ils sentent que quelque chose ne va pas et ils se mettent à la chercher. Il retrouve sa voiture sur le parking d'un hypermarché à Mont-Saint-Martin et la première chose que son père remarque, c'est que le sandwich qu'elle devait manger, certainement pendant sa pause déjeuner, est à l'intérieur de la voiture et qu'il n'a pas du tout été entamé. Deuxième chose qu'il remarque, les portes sont verrouillées. Très vite, il se rend compte que sa fille n'a pas déjeuné et qu'elle n'a pas non plus fugué, puisque c'est bizarre que sa voiture soit sur le parking, donc il décide de se rendre à la police pour signaler la disparition de sa fille. Sauf que les policiers ne se bougent pas plus que ça. En effet, il faut attendre 24 heures de disparition avant de lancer un avis de recherche, et ça énerve le père. D'autant plus qu'Isabelle est majeure, la seule chose que les policiers peuvent faire à l'instant T, c'est lancer une RIF, une recherche dans l'intérêt des familles. C'est tout, ils ne peuvent rien faire de plus. Les enquêteurs de leur côté sont persuadés qu'il s'agit certainement d'une fugue et qu'il ne faut pas s'inquiéter, d'autant plus que certains de ses amis ont avoué qu'en ce moment Isabelle n'était pas très bien, notamment à cause de son fiancé. La raison, les deux étaient fiancés, Isabelle voulait se marier le plus vite possible et si possible dans l'année qui suit les fiançailles. Cependant, son fiancé, lui, préférait attendre la fin de ses études et il faisait des longues études. Donc ça crée un peu des discordes dans le couple. D'autres disent aussi que le père d'Isabelle souhaitait qu'elle l'attende aussi un petit peu pour le mariage. Et l'autre son de cloche qu'on a, c'est celui de sa famille, qu'il a décrit comme une femme épanouie et très amoureuse. Les policiers décident d'interroger les proches, notamment concernant ses pauses déjeuner, puisqu'elle était sortie du bureau et que ce n'était pas la première fois. Visiblement, elle avait pour habitude de se rendre avenue de la Gare chez l'une de ses amies pour prendre ses pauses déjeuner de temps en temps. Et apparemment, elle y était aussi la veille. Les policiers ont pu voir l'appartement. Effectivement, elle y était la veille. Cependant, le jour de sa disparition, elle ne s'est pas rendue dans cet appartement. Son père apporte une nouvelle information aux policiers. Ce n'est pas sa fille qui a garé la voiture. Et là, vous allez vous dire, mais comment il sait ça ? Il n'était pas là à ce moment-là. Eh bien, c'est très simple. Son père lui a toujours appris à garer la voiture,
les roues droites, ou du moins remettre les roues droites une fois qu'elle était garée. Or, lorsqu'il a trouvé sa voiture sur le parking du supermarché, les roues n'étaient pas droites. Donc il sait que ce n'est pas sa fille qui a garé la voiture. À partir de ce moment-là, il demande aux policiers un relevé d'empreinte sur le véhicule, ce que la police refuse. Pour 2 raisons. La première, eux, ils sont persuadés qu'il s'agit d'une fugue, donc selon eux, ça ne sert à rien de relever des empreintes sur le véhicule, vu qu'elle a simplement fugué. La deuxième raison, c'est que l'expert de l'identité judiciaire n'est pas là. On est en plein mois d'août, il est en vacances, c'est compliqué. Le père, il refuse de rester là à attendre sans rien faire, donc avec sa famille, ses amis, ses voisins, ses proches, il décide de partir à la recherche de sa fille. Le 10 août 1991, soit 4 jours après sa disparition, il découvre le sac à main d'Isabelle Le Nénan dans un terrain vague tout près du parking du supermarché. Cette fois-ci, les policiers ont une preuve, une piste. Ils se bougent, ils envoient 3 chiens renifleurs ainsi que des pompiers. Les chiens se dirigent immédiatement vers un bac de décantation. Ce bac est rempli d'eau. Des plongeurs se rendent dedans. Le problème, c'est que la visibilité, elle est quasi nulle. Ils voient rien, donc en fait, ils plongent, mais ça sert à rien. Ils ressortent et ils décident de vider ce bac de décantation. S'ils le font, c'est parce que maintenant, ils pensent à un suicide, donc ils veulent retrouver le corps. Et pour vider ce bac, c'est 300 000 mètres cubes d'eau. Ah, c'est pas rien, hein. Le 16 août, les bassins sont vidés. Cependant, toujours pas de corps. Toujours pas Isabelle Le Nénan. La police lance alors un appel à témoins. 7 témoins disent avoir reconnu Isabelle. Ce sont tous des amis, des voisins ou de la famille. Mais cet appel à témoins ne donnera rien. Pas de corps, pas de crime, pas d'enquête. Le 22 août, l'enquête, l'affaire, elle est classée. Finito pipo. La famille ne sait plus quoi faire. Il contacte un avocat, maître Gérard Kremser, pour avoir de l'aide de quelqu'un. Avec ce dernier, il dépose une plainte avec constitution de partie civile pour enlèvement et séquestration. En fait, la constitution de partie civile auprès du juge d'instruction garantit une enquête. Et c'est tout ce qu'ils veulent. Le 13 septembre 1991, Isabelle Christophe, une jeune caissière de 21 ans qui travaille au même hypermarché à Mont-Saint-Martin, ne répond pas à sa mère. Elle aussi, elle habite à Longwy et elle habite avenue de la Gare, pas très loin de là où Isabelle Le Nénan se rendait pour faire ses pauses déjeuner. Sa mère, très inquiète, contacte sa nièce et elle non plus n'a pas de nouvelles. Elle décide de se rendre chez elle pour essayer de voir ce qu'il se passe. La première chose dont elle se rend compte, c'est que le courrier n'a pas été relevé. Elle se dit, il y a un truc qui va pas. Immédiatement, elle appelle les pompiers. Les pompiers entrent et à l'intérieur de l'appartement, ils trouvent une lettre. Dans cette lettre, Isabelle Christophe écrit qu'elle est déçue. Elle a eu une déception amoureuse, une rupture amoureuse en juillet. Elle est très triste et elle explique même dans la lettre que parfois, elle pense à en finir. Le lendemain, ils essayent d'interroger les proches. De leur côté, les policiers pensent immédiatement à un suicide, sauf que sa mère, elle sait que sa fille ne s'est pas suicidée. Le problème, c'est qu'en interrogeant ses collègues de travail, ces derniers disent que c'était une personne qui souffrait. Elle souffrait du divorce de ses parents qui avait été prononcé 10 années auparavant. Elle ne s'en était toujours pas remise, mais elle souffrait également du décès de sa sœur 2 années auparavant. Donc forcément, quand ils entendent ça, ils se disent qu'effectivement, c'est possible qu'elle se soit suicidée. La police ne fait absolument pas le rapprochement avec la première disparition, celle d'Isabelle Le Nénan, et donc l'enquête patauge et petit à petit, elle va tomber dans les oubliettes. Pour tout vous dire, ils arrêtent les recherches. Cependant, sa mère ne baisse pas les bras. Elle appelle les hôpitaux, elle patrouille, elle essaye de retrouver sa fille. La famille Christophe contacte également Maître Kremser, l'avocat, puisque eux aussi, ils se sentent délaissés. Et ensemble, les 2 familles sont persuadées que leurs filles respectives ont été enlevées et certainement tuées. Car au fond, ils sont convaincus qu'ils ne retrouveront jamais leur fille. Le 20 octobre 1991, nous sommes dans les bois de Turpange, de l'autre côté de la frontière, en Belgique. 2 chasseurs, Adrien Muller et son fils, découvrent un corps nu en état de décomposition avancée. Le corps est à moitié carbonisé, la victime est allongée sur le ventre, elle a son bras gauche au niveau de sa tête et sa tête qui est posée sur le bras gauche, un peu comme ça. Ils n'attendent pas plus longtemps avant d'alerter les gendarmes. Les gendarmes belges, de leur côté, ils ont entendu parler des 2 disparitions françaises. Donc, ils contactent le commissariat de Longwy en leur disant « On a quelque chose qui pourrait vous intéresser ».
Immédiatement, la famille confirme qu'il s'agit bien des bijoux de leur fille. Ils savent que c'est fini et qu'ils ne reverront plus jamais leur fille et que comme ils l'avaient pensé au fond, leur fille est décédée. La victime a été identifiée uniquement avec les bijoux, au niveau du cou, du poignet, des doigts, des boucles d'oreilles, sinon elle n'était pas identifiable. Isabelle Lenénan est morte d'une fracture du crâne après avoir été frappée avec un objet contondant. À son tour, la famille Christophe perd tout espoir de retrouver leur fille. On assiste à une modification des comportements des habitants. On a une certaine psychose qui commence à naître. Ils se disent tous, on a un tueur en série dans la région, il faut faire attention. Et tous pensent, si l'une n'a pas fugué, alors l'autre ne s'est certainement pas suicidé. Progressivement, les policiers privilégient et creusent la piste du crime sexuel. Ils se plongent dans plein de dossiers, dans tous les dossiers des délinquants qui sont listés en France, mais aussi en Belgique. Ils ciblent en tout 4 hommes. Les 3 premiers sont laissés de côté. Il en reste un. Et l'homme qui reste est Vincenzo Aiutino, un maçon travaillant au black sur un chantier au numéro 52 avenue de la Gare. Et si cette rue vous dit quelque chose, c'est normal. Isabelle Lenénan avait pour habitude de déjeuner au 62 et Isabelle Christophe habitait au 79. Ils se rendent très vite compte que Vincenzo Aiutino a des antécédents judiciaires et notamment des agressions sexuelles en France mais aussi en Belgique. Le 20 novembre 1991, des inspecteurs de la SRPJ de Nancy interpellent Aiutino. Placé en garde à vue, il est très calme. Il répond très calmement et visiblement, il n'a rien à se reprocher. À noter qu'il ne nie absolument pas son passé de délinquant sexuel, il s'en vante même, mais concernant les disparitions, il est très calme et il dit qu'il n'a rien à voir là-dedans. Les policiers n'ont pas vraiment de preuves. En plus de ça, il a un alibi qui a été confirmé par son épouse avec qui il s'était marié quand il était en détention provisoire. Donc il décide de le relâcher après 10 heures de garde à vue. Et s'ils le font aussitôt, ce n'est pas pour rien, ils se disent « on préfère garder du temps de garde à vue pour après, lorsqu'on aura des preuves. Mais t'inquiète pas, Aiutino, on va creuser et on va te faire tomber. » 3 mois plus tard, le mardi 25 février 1992, Bertrand De Donato, un médecin, est très inquiet car sa femme, Bernadette Bourg, âgée de 41 ans, n'est pas rentrée la veille. Même musique pour lui, il doit attendre 24 heures avant que la disparition de sa compagne ne soit signalée. Il ne veut pas rester les bras croisés, donc il appelle son patron et il lui demande la liste des médecins que sa femme est allée voir la veille. Le dernier à qui elle a rendu visite, c'est un médecin généraliste à Mont-Saint-Martin et il était vers 11h50 lorsqu'elle s'est rendue chez lui. Ce médecin lui dit que dans la salle d'attente, il y avait aussi Aiutino. De Donato se rend immédiatement au commissariat et une enquête pour enlèvement est ouverte. La police se rend aussi en parallèle chez Aiutino. Ce dernier habite avec sa femme et son fils et quand les policiers arrivent, il n'y a personne dans l'appartement. C'est Fabienne Toquer, la voisine du dessus, qui explique aux policiers que le jour de la disparition de Bernadette Bourg, elle a vu Aiutino rentrer avec une femme, puis il est ressorti tout seul et elle n'a jamais vu la femme ressortir. Aiutino se serait également amusé à déplacer à plusieurs reprises une Peugeot 205. On n'a pas vraiment d'explication quant à ça et apparemment c'est la même voiture, si ce n'est la voiture de Bernadette Bourg. Les policiers se disent « il n'est pas là, c'est pas grave, on va se planquer et on va l'attendre ». Vers 21h, Aiutino rentre avec sa femme et le fils de sa femme. Lui, Aiutino, prend des affaires, puis ressort et repart tout seul. C'est l'inspecteur Vauquelin qui donne l'ordre de l'arrêter. Ils le suivent. Cependant, Aiutino arrive à l'Esmé, il passe la frontière belge et il disparaît. Cette nuit-là, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Tout d'abord, le père d'Aiutino est venu au domicile de son fils. On ne sait pas pourquoi. Les policiers ont décidé de perquisitionner la voiture du père. Ils ont retrouvé une cassette de ZZ Top et le père explique que ce n'est pas sa voiture, que c'est la voiture de son fils et que lui, il vient de prêter sa voiture à son fils. Ça voudrait dire que son fils est parti et a passé la frontière belge avec la voiture de son père. Par la suite, on apprend que Bernadette Bourg avait une cassette de ZZ Top dans sa voiture. Est-ce que ça voudrait dire qu'il a récupéré la cassette en guise de trophée ou que tout simplement, il a donné la voiture à son père et son père ne savait pas que c'était la voiture de Bernadette Bourg?
Bon, quoi qu'il en soit, cette cassette devait certainement être celle de Bernadette Bourg et non pas celle d'Aiuttino. Troisième chose qui s'est passée cette nuit-là, la femme d'Aiuttino est revenue pour dévisser et enlever les ampoules de la cave. Apparemment, c'est son mari qui lui aurait demandé de faire ça s'il était arrêté. En France, les enquêteurs fouillent son domicile et notamment la cave, malgré le fait qu'il n'y ait plus d'ampoules. Ils découvrent des traces de sang sur le sol, les murs, le canapé. Ils trouvent aussi une montre de femme couverte de sang. Dans la machine à laver, il y a des vêtements qui sont tachés de sang, qui allaient visiblement bientôt être lavés. Et dans la cour, ils retrouvent une barre de fer couverte de sang. Certainement l'arme du crime. Du côté belge, 2 perquisitions sont faites, une chez ses parents à Aubinge et une chez sa sœur à Attur. Le 27 février 1992, à 17h55 précisément, Aiuttino est retrouvé et arrêté alors qu'il était chez ses parents. Il ne montre aucune résistance lorsque les policiers l'arrêtent et en garde à vue, il continue de clamer son innocence. Dans ce cas-là, pourquoi t'as fugué si t'étais innocent ? Premièrement. Et deuxièmement, cette fois-ci, les policiers ont des preuves, donc ils ne vont pas le lâcher. Il ne faudra pas très longtemps à Aiuttino pour effectivement avouer les crimes et le 28 février, il amène les enquêteurs vers les différents corps. Mais du coup, que s'est-il passé le 24 février 1992 lorsque Aiuttino s'est rendu chez le médecin et qu'il a rencontré Bernadette Bourg ? C'est tout simple. Bernadette Bourg attendait. Aiuttino attendait également dans la salle d'attente. Il a eu une pulsion et il s'est dit « il faut que j'assouvisse cette pulsion ». Il est sorti, il a crevé les pneus du véhicule de Bernadette Bourg et il a attendu. Lorsque cette dernière sort du médecin, elle se rend compte qu'un de ses pneus est crevé. Et là, elle se dit « mince, faut que je le change », mais elle ne sait pas faire, elle galère. Aiuttino, en grand seigneur, vient la voir pour lui proposer son aide. Il prend un cric, il répare la roue, il lui explique un petit peu, il a les mains sales, il se rend compte qu'elle aussi a les mains sales, donc il lui dit « si vous voulez, vous pouvez venir chez moi, j'habite pas très loin, pour vous laver les mains avant de repartir ». Comme elle fait la tournée des médecins, c'est vrai que pour elle, c'est mieux d'avoir les mains propres. Donc, elle accepte. Ce qui lui permet, une fois chez lui, de la pousser dans les escaliers de sa cave. Dans la cave, il lui ordonne de s'allonger sur le canapé et tente de la violer. Bernadette résiste trop selon lui, elle se met à hurler, il n'arrive pas à la violer, il n'arrive pas à assouvir sa pulsion, ça l'énerve énormément. Il prend une barre de fer, il la frappe 3-4 fois sur le crâne, ce qui la tue. Enfin, quand je dis ce qui la tue, vous allez voir qu'elle n'est pas morte sur le coup. Lui, au début, il pense qu'elle est morte. Il remonte et pour se calmer, il prend des cachets. Il sort, puis il revient chez lui car il se dit « il faut absolument que je fasse disparaître les preuves, je ne peux pas laisser le corps de cette femme chez moi, c'est pas possible ». L'après-midi, il essaye de ne plus y penser et il fait ce qu'il a à faire avec sa femme et son fils. Je sais pas ce qu'ils font, des activités, enfin bref. Il vit normalement. Et pendant ce temps-là, Bernadette Bourg, elle est en train d'agoniser. Car comme je vous l'ai dit, elle n'est pas morte sur le coup. Quand il revient, il s'en rend compte et il l'achève avec un fil de fer en l'étranglant. À la nuit tombée, il transporte le cadavre et il laisse le corps de sa victime dans le bois de Buret-d'Orval. Il rejoint sa femme et son fils pour la soirée en Belgique, comme si de rien n'était. Puis il revient et ce sont ses voisins qui lui disent « Attention, je crois que les policiers te recherchent ». C'est à ce moment-là qu'il prend ses affaires et qu'il repart pour échapper à la police. Pour ces 2 autres victimes, ces 2 premières victimes, les 2 Isabelle, Isabelle Le Nénan et Isabelle Christophe, il leur demande de le masturber, chose qu'elles refusent, elles crient, elles hurlent, elles ne veulent pas. Ça ne lui plaît pas. Il frappe Isabelle Le Nénan avec une barre en fer et Isabelle Christophe avec un tube d'acier. Puis il se débarrasse des 2 corps dans la forêt. Le 8 avril 1992, lorsqu'il est en prison en attente de son procès, il se rétracte auprès de son ancien avocat, Philippe Darge, et il accuse même son père. Personne ne le croit. Mais s'il fait ça, il n'est pas fou. C'est pour retarder son extradition. Lui, ce qu'il veut, c'est rester en Belgique. Car s'il est reconnu coupable, il y a des peines de sûreté qui sont des peines incompressibles, et ces peines-là n'existent pas en Belgique. Donc plus tard, il sera extradé, mieux ce sera pour lui. Les experts psychiatres le déclarent responsable de ses actes et quelques jours après, il s'évade de prison. Il aggrave son cas. Pour s'évader de prison, il avait récupéré un couteau à tartiner qu'il avait affûté sur le rebord de sa fenêtre pendant plusieurs jours. Ensuite, il a menacé
un gardien avec ce couteau. Le gardien lui a ouvert toutes les portes et il est sorti. Je précise qu'il y avait 5 ou 6 portes à franchir. Aucun autre gardien n'a fait quoi que ce soit. Comme il n'avait nulle part où aller, il a marché et il a été arrêté de nouveau le jour même. En même temps, il était à pied, il ne pouvait pas aller bien loin. Le 6 janvier 1993, Aiuttino est condamné par le tribunal correctionnel d'Arlon à 3 années de prison ferme pour sa tentative d'évasion avec prise d'otage. Le parquet fait appel et sa peine est aggravée en appel à 5 années de prison. Il n'aurait peut-être pas dû faire appel. En mars 1993, c'est sa femme Marie-Antoinette qui est mise en examen pour recel de cadavres. Ce n'est que le 19 août 1993 qu'Aiuttino est extradé en France et il est extradé à la maison d'arrêt de Metz. Il accuse son beau-frère des 3 crimes et il dit que s'il connaissait l'endroit exact des cadavres, c'est parce qu'il avait aidé son beau-frère à déplacer les corps, mais que ce n'était pas lui qui les avait tués. Ce n'est que plus de 4 ans après les faits qu'une reconstitution est demandée et est acceptée. Mais lorsqu'elle a lieu le 12 janvier 1996, Aiuttino refuse de coopérer, il refuse de faire les gestes, il veut pas faire ça. Et il essaye même d'attirer la pitié sur lui en disant que la veille, il avait tenté de se suicider. Le 2 mars 1998, Vincenzo Aiuttino est jugé devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle à Nancy. Il avait déjà été expertisé en février 1990 par un psychiatre, le docteur Jacques Forgette. Aiuttino avait été incriminé pour attentat à la pudeur avec violence et selon le psychiatre, il s'agissait déjà là d'une tentative de viol minimisée car il avait seulement 19 ans. Il parlait des faits et il disait que ça n'aurait pas été la même chose si la femme n'avait pas autant résisté. Selon le docteur, c'est un psychopathe avec une dimension perverse et à l'époque, il avait même écrit qu'il était dangereux. Pendant le procès d'Aiuttino, c'est la première fois qu'une glace anti-balle a été posée car les familles étaient tellement énervées et en colère que les autorités craignaient que quelqu'un n'essaye de tuer Aiuttino pendant le procès. Comme vous pouvez le voir sur les images, il est très arrogant et au début, il reconnaît seulement sa culpabilité pour Bernadette Bourg, mais pas pour les 2 premières victimes. Les familles n'ont jamais su ce qui s'est réellement passé. Sa femme l'a même dénoncé pour violence et de son côté, elle a nié avoir vu le corps de Bourg. Apparemment, elle n'était même pas au courant. Le 6 mars 1998, Aiuttino est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une durée incompressible de 18 ans, alors qu'il encourait jusqu'à 22 ans de sûreté. Son épouse, elle, de son côté, est condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour destruction de preuves et transport de cadavres. Au procès, il y a eu une altercation lorsque le père d'Isabelle Lonénan a prononcé à voix haute « Assassin, tu vas crever ». Aiuttino pète un câble, il sort de son box et il agresse le père d'Isabelle Lonénan pendant le procès. Bien sûr, les autorités ont séparé les 2 hommes, et ça s'est arrêté là. Les familles expliquent que chaque mois, Aiuttino leur verse des dommages et intérêts et en fait, ils n'en veulent pas parce que tous les mois, sur leur relevé bancaire, ils voient le nom d'Aiuttino et ça leur rappelle ce qu'il s'est passé et ils aimeraient ne plus avoir le nom d'Aiuttino écrit quelque part. Et le pire, c'est qu'ils versent que quelques centimes ou quelques dizaines d'euros, ça va pas chercher plus loin que ça. En novembre 1998, Aiuttino saccage 4 cellules de la maison d'arrêt de Nancy et il agresse même plusieurs gardiens. Pour ce délit, il est condamné à 5 mois de prison. Bon, 5 mois de prison en plus ou en moins, ça ne changera pas grand-chose, mais au moins, il a été condamné pour avoir saccagé et agressé des gardiens. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous connaissiez ce tueur en série, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.